Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo enfin de cette chaîne. Cette vidéo est un peu spéciale, comme toutes les vidéos de tous les youtubeurs, parce que cette vidéo est en fait un espèce de remix de version courte de deux autres vidéos que je ne supporte pas, que j'avais fait à l'époque, au tout début de la chaîne, mais dont la forme est absolument atroce et j'ai envie de me taper la tête contre les murs quand je les vois. Et ce sont des sujets qui m'intéressent puisque j'avais fait cette chaîne aussi pour démystifier certaines choses. Donc on va parler des mystères du monde, des pseudo-mystères du monde, les mystères qu'on connaît tous, hein, le triangle des Bermudes, le plateau de Nazca, etc., etc., etc. Il m'a semblé important d'en faire de bonnes versions, entre guillemets, c'est-à-dire des versions un peu plus sérieuses, un peu plus concises peut-être, parce que démystifier les choses idiotes qu'on entend, c'était aussi l'idée principale, enfin l'idée de départ de cette chaîne. Donc voilà, sans plus attendre, aujourd'hui on se fait le plateau de Nazca et le triangle des Bermudes. Alors on va commencer par le plateau de Nazca. Le plateau de Nazca, c'est un plateau au Pérou qui fait à peu près 50 km de long et sur lequel on trouve des géoglyphes. Qu'est-ce que c'est qu'un géoglyphe? C'est très simple. Vous avez déjà vu dans un film un type écrire « Help » sur le sol quand il est échoué sur une île déserte avec des noix de coco, des bouts de bois, je ne sais quoi. Eh bien, c'est un géoglyphe. En fait, un géoglyphe, c'est un dessin fait sur le sol dont la taille peut varier et généralement, pour les apercevoir en entier, il faut prendre de l'altitude. La première fois qu'on les a vus en entier, c'était en 1939, lors d'un des premiers survols du plateau, et on estime qu'il date entre moins 500 et moins 800 à peu près. Comme beaucoup de réalisations anciennes, ces géoglyphes ont fait couler beaucoup d'encre. On nous explique que c'est incroyable sans les techniques modernes. Bon, il n'y a rien du tout d'incroyable, on va le voir ensemble. Et je rappelle quand même qu'il y a des gens qui faisaient des pyramides 2000 ans avant le plateau de Nazca, et que même avant ça, les Sumériens avaient déjà quand même une architecture assez complexe. Mais bon. Déjà, on va se mettre d'accord sur la technique. Il n'y a rien d'absolument incroyable, c'est une technique très connue qui s'appelle le carroyage. Si vous voulez faire un dessin gigantesque sur le sol, c'est très facile. Vous prenez une feuille, vous la séparez en cases, vous faites votre dessin à l'intérieur de la feuille. Ensuite, vous prenez des piquets et des cordes. Vous allez vous balader sur le terrain et vous faites le même nombre de carrés qu'il y a sur votre feuille. Et il vous suffit de faire des petits dessins à l'intérieur de chaque carré. On est bien certain que c'est comme ça que ça s'est fait, puisqu'on a même retrouvé certains des piquets qui étaient encore sur place. La question du à quoi ça sert, c'est très facile. Le plateau de Nazca, pendant un moment, était cultivé, et ces géoglyphes sont des systèmes d'irrigation. D'ailleurs, il y a des puits qu'on appelle des puquios, des puits en spirale typiques du coin, qu'on retrouve dans tous les villages des environs, et qu'on retrouve aussi bizarrement dans ces géoglyphes. C'est des puits qui étaient faits pour aller taper dans la nappe phréatique et pour irriguer les cultures qui se trouvaient là à l'époque. Mais vous me sortirez l'argument imparable de pourquoi avoir fait des dessins alors et pas des lignes droites pour irriguer ces champs? Ce serait beaucoup plus logique. Eh ben en fait, il y a plein de lignes droites sur le plateau de Nazca. C'est juste que pour vous vendre du papier, les médias ne montrent que les jolis dessins, mais le plateau de Nazca est blindé de lignes droites. Et si on se demande pourquoi représenter des divinités avec des cultures, bah c'est la même raison pour laquelle on a érigé des statues à ces divinités, on a érigé des temples, c'est la même raison pour laquelle aujourd'hui on a des églises, des mosquées, des synagogues. C'est tout simplement pour s'attirer les bonnes grâces de ces divinités. Et si aujourd'hui on construit encore des cathédrales, imaginez il y a 3000 ans sur un plateau reculé le niveau du mysticisme. Sinon, la stupidité qu'on entend le plus souvent, mais là on est déjà dans un level assez élevé, c'est que, bien entendu, c'est évident, il n'y a aucune autre explication, les géoglyphes du plateau de Nazca étaient des pistes d'atterrissage pour les aliens. Bien sûr, effectivement, ça tombe sous le sens. Alors, comment vous dire? Là, il n'y a même pas besoin d'être un historien hein, pour comprendre le niveau de stupidité. Donc, on a une civilisation capable de fabriquer des vaisseaux spatiaux qui peuvent traverser des années-lumière de distance et ne pas se paumer accessoirement. Chose que nous, humains, nous sommes incapables de faire. Et pour se poser, ces vaisseaux spatiaux auraient besoin qu'un troupeau de blaireaux leur dessine un pigeon avec des cailloux sur 500 mètres.
hein, alors que nous, aujourd'hui, on pose hyper facilement des hélicoptères sur le toit d'un immeuble. Le niveau de stupidité est assez alarmant. Donc le plateau de Nazca n'est évidemment rien d'exceptionnel, rien de mystique, rien d'incroyable. C'est juste un réseau d'irrigation plutôt intelligent, fait à une époque où il y avait beaucoup de mysticisme, et c'est juste qu'on n'a pas bien compris ce que c'était lorsqu'on l'a découvert, mais aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, et il n'y a aucun mystère là-dessus. Ensuite donc, comme je vous l'ai proposé, on va se faire le triangle des Bermudes, ce fameux triangle des Bermudes si incroyable et effrayant, qui recèle tant de mystères. Déjà, on va commencer par un petit problème. Alors le triangle des Bermudes, on sait ce que c'est, hein. C'est un triangle qui se trouve entre Porto Rico, Miami et les Bermudes. En revanche, suivant le bouquin que vous lisez, il fait entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés. Donc il y a quand même le triple, hein. Ça fait un tout petit écart, 1 million de kilomètres carrés quand même, les gars, à un moment il faut se mettre d'accord. Autre chose, évitez de parler à un marin du triangle des Bermudes parce que ce n'est pas du tout un terme marin, ça n'a jamais existé dans la marine. C'est un terme qui a été inventé en 1964 par un journaliste américain qui s'appelle Vincent Gaddis, qui a publié un torchon qu'aujourd'hui on appellerait putaclic, qui s'appelait le mortel triangle des Bermudes. Mais ça n'a jamais été un terme maritime. Maintenant, pour ce qui est de l'accident, j'ai envie de dire, fondateur du mythe du triangle des Bermudes. Nous sommes en décembre 1945, la guerre vient de se finir, et le lieutenant Charles Taylor, qui est un lieutenant instructeur, est à Miami, sur une base, et va décoller avec 4 élèves pilotes. Ils décollent tous avec des chasseurs bombardiers. Donc je vous rappelle qu'on est en décembre 1945. La guerre est finie depuis pas longtemps. Pas besoin de vous dire que la priorité n'était pas l'entretien des appareils d'entraînement pendant la guerre. Et ce sont des appareils hyper basiques à l'époque. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un compas pour se repérer. De plus, le lieutenant Taylor n'a pas du tout l'habitude de voler dans le coin et n'a pas du tout l'habitude de voler au-dessus de l'eau. Et là, en fait, il va donner sa leçon, en fait, au-dessus de l'eau. Pas besoin d'être un pilote chevronné pour savoir que se repérer au-dessus de la mer, c'est quand même compliqué au niveau des points de repère, il n'y en a juste pas. Donc, déjà, ça part mal. En plus, eh bien, on sait que c'est un endroit où les champs magnétiques sont perturbés. Mais ça, il n'y a rien de magique. Il y a plein d'endroits sur Terre où les champs magnétiques sont perturbés. Donc, c'est évident. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci. Et les compas sur les avions fonctionnent avec le champ magnétique de la Terre. Donc, quand vous êtes sur un endroit où les champs magnétiques sont perturbés, eh bien, votre compas, il marche juste pas. Ou alors, il est juste assez faussé pour vous induire en erreur. Donc, on est avec un pilote, un instructeur qui ne connaît pas le coin et qui est dans un endroit où il ne peut pas se repérer. Ensuite, cet instructeur vole avec 4 total novices dans des avions qui ne sont pas au top de leur forme, avec pour seul instrument un compas qui se repère au champ magnétique, et ce champ magnétique est, lui, totalement perturbé par des phénomènes terrestres connus. De plus, c'est un endroit où la météo est quand même assez capricieuse, et vous pouvez essuyer de très gros orages. Donc, quand on cumule tout ça, c'est quand même une recette imparable pour qu'un accident arrive. Et effectivement, le lieutenant Taylor et ses 4 élèves ne sont jamais revenus, ils se sont certainement paumés quelque part, au-dessus de l'océan, et ont fini par amérir à court de carburant, et sont morts au milieu de l'océan, les pauvres. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Nous avons tous aussi entendu parler de ces milliers de bateaux qui ont disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes, et là aussi, énorme stupidité et superstition. Dans le triangle des Bermudes, il faut savoir que, par contre, il y a des spécificités. Je vous l'ai dit, le temps n'est pas toujours clément, et il y a des réserves, mais encore une fois, ce n'est pas le seul endroit dans le monde, des réserves d'hydrate de méthane. On le sait parce que des centaines et des milliers de témoins ont dit avoir vu des petits grains blancs à la surface de l'eau, et ça, on sait que c'est le signe, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. L'hydrate de méthane, pour un petit bateau, ça pose un problème, ça peut poser un problème, c'est que ça fait baisser la portance de l'eau, c'est-à-dire que vous vous enfoncez un peu plus.
Et ça, c'est pas grave quand la mer est calme, mais quand il y a de grosses vagues et que votre bateau s'enfonce un peu plus dans l'eau, effectivement, ça peut poser quelques soucis. Et encore une fois, il n'y a rien de mystique là-dedans. Si on prend une étude qui a été faite depuis 50 ans sur le transport maritime, il faut savoir que le triangle des Bermudes n'est pas du tout dans les endroits les plus dangereux pour naviguer. Il est très loin d'entrer dans le top 5 des endroits les plus dangereux pour la navigation. De plus, contrairement à ce qu'essayent de vendre les gens qui font du sensationnel bidon et de la désinformation, le triangle des Bermudes est un passage sur de nombreuses routes commerciales, qu'elles soient pour les avions ou qu'elles soient pour les bateaux. Et tous les ans, des milliers d'avions et de bateaux traversent le triangle des Bermudes sans aucun souci. D'ailleurs, il y a certains endroits si dangereux pour la navigation qu'ils ont forcé les assureurs de la marine marchande à mettre des primes de risque sur les bateaux qui empruntent certaines routes. Et il y a une prime de risque de 0 sur le triangle des Bermudes, qui n'est considéré par aucun assureur et aucun marin comme un lieu maudit et très dangereux. Donc voilà, on s'est démystifié de mythes issus de la bêtise populaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les sujets, vous pouvez les poser. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, comme je le dis toujours, à chercher vos propres réponses. Surtout, ne me croyez pas sur parole. Allez trouver vos propres réponses. Découvrez tout ce qu'il y a à découvrir sur les sujets qui vous intéressent. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.